littéralement. Et au fond, ils se disent, bon, oulala, ça va chauffer, autant se préparer, alors je me prépare pour être autonome. Bon. Alors je reviendrai après sur chacun des scénarios. Je vous pose la question, est-ce que vous pensez que ce scénario est souhaitable? Je ne sais pas. Est-ce qu'il est même viable? Je vous pose la question. Je vous répondrai un peu, mais vous pouvez commencer déjà à réfléchir à ce qui vous semble souhaitable et surtout viable. Le deuxième scénario, c'est des gens beaucoup plus évolués que les premiers en général, encore que les premiers, parfois c'est juste quelqu'un de très évolué mais désespéré. C'est beaucoup, quand vous parlez, moi-même j'ai fait beaucoup ça pour aussi bien les Américains que pour la France ou d'autres pays, c'est quand vous travaillez avec les gens qui réfléchissent à la stratégie du pays. Ils réfléchissent en termes de ressources et de captation de ces ressources pour leur population, et ils ont toujours fait ça. Toute l'histoire de l'humanité est construite autour de ça. Donc quand vous parlez avec quelqu'un de la défense, par exemple, très vite, il rentre dans ce scénario-là, il dit, bon, d'ailleurs, c'était la stratégie américaine écrite, ces dernières années, que j'ai a fait un peu là-dessus. C'est un des plus grands conseillers de la Maison-Blanche qui a écrit un magnifique livre que je vous conseille vraiment de lire, qui s'appelle The Clash of Civilization, qui est tout à fait dans cet esprit-là, c'est dire, bon, il y a les ressources sont limitées, certes, mais nous sommes beaucoup plus riches que les autres, nous avons eu la plus grande armée de la planète, et évidemment, tout le monde va se retrouver en difficulté, sauf nous, et nous, on va continuer à se développer. Et on va se développer, évidemment, si on capte l'ensemble des ressources. Donc, si vous voulez, d'où le clash des civilisations, donc la théorie là, c'est soyons réalistes. Quand les ressources vont manquer, et les ressources manquent déjà dans certains domaines, on a envie que nous, c'est-à-dire, au fond, qui c'est qui nous? C'est les gens qui partagent à peu près les mêmes valeurs, les gens de la même religion, et, par exemple, de la même culture, nous, on veut avoir les ressources. Donc le problème, il devient très simple, c'est de la réelle politique, c'est comment je capte les ressources de la planète. Ça a marché, en tout cas, ceux qui gagnaient jusque-là, ça marchait. C'est l'histoire de l'humanité. Je vous pose la question, est-ce que c'est souhaitable? Et même, est-ce que c'est viable cette fois-ci? Je ne dis pas que ce n'était pas viable avant, parce qu'avant on pouvait gagner, il y avait un gagnant. Est-ce qu'aujourd'hui, le gagnant, même avec la plus grande armée de la planète, il s'en sort quand vous voyez la situation planétaire? Est-ce que ces personnes qui se considèrent très réalistes, qui font de la réelle politique, est-ce qu'ils sont vraiment réalistes? Je vous pose la question. Je vous répondrai à la fin. Orange. Alors là, on a une population, alors on va vers des populations de plus en plus éduquées, de plus en plus sophistiquées. Le scénario orange, là, on est sur une population beaucoup plus petite, d'ailleurs, il est beaucoup moins important. Bon, c'est une population qui est très importante, parce que même si elle est très petite en termes de quantité, c'est des gens extrêmement riches. On pourrait dire que c'est les 1%. C'est aussi les plus grands scientifiques de la planète. Et eux, ils ont une position, ils n'ont pas une position impérialiste, ils ont une position, disons, de personnes riches, installées sur l'ensemble de la planète. Ils disent, oui, vous prenez, il va y avoir des problèmes, certes, d'abord il va y avoir des gros problèmes, ça c'est clair, pour les 50% qui sont déjà dans la misère. Alors, non, parlons pas, quand l'océan augmente, quand la planète va se réchauffer, ça va aller un peu, ça va être difficile. Mais enfin, nous, les 1% qui sommes multimilliardaires, qui baladent en jette sur la planète, eh bien, ça ne va pas nous toucher. Et puis, on a les plus grands scientifiques avec nous, et de toute façon, ils peuvent tout résoudre. Ils ont toujours tout résolu ce siècle dernier. On n'a jamais été aussi puissant, on n'a jamais gagné autant d'argent, on n'a jamais eu autant de science. Et on n'a jamais été aussi unis, parce qu'ils se connaissent tous. Donc, ça va peut-être un peu... Il va y avoir des tremblements dans l'avion, etc. Mais pour nous, ça va bien se continuer. Et alors, vous avez... ça touche beaucoup les... Non, ça touche aussi, je reviens de Californie, de Los Angeles. Évidemment, quand on est à Los Angeles, il faut être à Los Angeles pour bien comprendre l'état d'esprit de ces personnes. Il faut être près de Google, il faut être
au milieu des jets privés et de Bill Gates qui a gagné cette année la modeste somme de 16 milliards de dollars, en plus des 160 milliards qu'il a gagné. On est dans un autre monde. On est dans un autre monde, et on est aussi dans un autre monde au niveau intellectuel. C'est-à-dire que vous avez les gens les plus intelligents de la planète qui phosphorent à toute vitesse. Je lisais l'énorme pavé de 500 pages de Kurzweil. Magnifique. Un des plus beaux cerveaux de la planète, brillantissime, qui est en train de réfléchir comment télécharger son cerveau sur un ordinateur. Alors, mais il le fait sérieusement. De la même manière, il y a 4 entreprises privées aujourd'hui qui sont en train de préparer des voyages sur Mars, avec 10 000 personnes qui se présentent pour aller sur Mars, et 1 000 qui sont déjà sélectionnées pour un voyage sur Mars sans retour. Donc, vous voyez, il y a des gens qui se préparent à migrer ailleurs. Vous voyez, c'est aussi une solution technologique, c'est d'aller sur Mars. Donc, vous voyez, il y a... alors, cette population, c'est souvent les gens les plus éduqués de la planète, c'est les gens les plus riches, c'est les grands scientifiques. Partagent cette idée. Et elle est un peu plus réaliste que la guerre des civilisations, mais il y a un très bon film qui vient de sortir, c'est où les riches vivent satellisés autour de la planète, Excelsior, je vous conseille de le... C'est exactement ce scénario-là. La planète est devenue une poubelle, mais par contre les riches sont satellisés autour, et ils vivent dans un paradis, au ciel. C'est un film qui montre, en tout cas une réalité, d'ailleurs c'est un film d'Hollywood, qui montre vraiment tout à fait l'état d'esprit dans lequel sont beaucoup de très riches américains et de très grands scientifiques. Alors après, on a une toute petite partie de la population qui non seulement une toute petite partie de la population qui sont souvent des gens qui connaissent les sciences, qui ont une culture générale très large, donc qui lisent quelques livres, qui ont une certaine distance, qui savent par exemple qu'un ordinateur est construit sur une logique digitale et que le cerveau n'est pas construit sur une logique digitale, donc les probabilités qu'on télécharge notre cerveau sur un ordinateur sont relativement faibles, ça pose des questions d'épistémologie fondamentale que peut-être notre grand ami scientifique n'a pas tout à fait compris. Et puis ça pose des questions éthiques et morales d'un autre type, etc. Bon. Et donc, qui disent, bon ben voilà, et il est certain qu'il va falloir se transformer, mais les 3 scénarios précédents, on peut démontrer en quoi aujourd'hui ils sont des impasses, même si 90% de la population est plutôt dans les 3 scénarios que j'ai présentés. On peut très bien vous expliquer, les démonter et vous montrer en quoi ces scénarios sont des illusions, y compris le premier. Il n'y aura pas de retour à l'âge de pierre. Tout simplement, l'âge de pierre aujourd'hui n'est pas possible. Pour des tas de raisons, il n'y a plus assez suffisamment d'animaux, par exemple, pour survivre. On ne peut plus survivre de la chasse et de la cueillette comme une époque. Je peux vous montrer aussi comment le clash des civilisations est totalement irréaliste et que c'est augmenter massivement le CO2 parce que les guerres sont une émission massive et que donc le gagnant de cette dernière ultime guerre sera lui aussi perdant parce qu'il n'y aura pas d'après. D'ailleurs la science-fiction a travaillé là-dessus. Et alors là c'est beaucoup plus discutable quand vous êtes à Los Angeles avec les plus grands scientifiques de la planète qui sont dans le scénario orange. C'est intéressant d'argumenter parce qu'ils sont extrêmement intelligents, mais moi je ne suis pas d'accord. Je vais vous expliquer pourquoi le scénario orange aussi ne fonctionnera pas. Je ne le ferai pas maintenant, mais pour moi, après beaucoup de recherches, et je partage cette idée avec un certain nombre de grands chercheurs, ce scénario orange, même s'il paraît probable, malheureusement pour les 1%, je ne crois pas que ça va marcher non plus. Donc, la seule solution qui existe et qui est extrêmement ambitieuse, c'est un changement fondamental du système de représentation, de la culture générale, le passage à un nouvel état de la démocratie, ce qui est dans l'évolution humaine la logique, un approfondissement de la démocratie, un débat planétaire et une véritable transformation
non seulement des structures des systèmes, mais de la culture et du management. Alors, le structure et les systèmes, c'est assez facile, parce qu'on est des gens, toute notre culture d'ingénieur, etc., fait qu'on pense les structures et les systèmes. Mais en fait, ce n'est pas simplement un problème de structure et de système. C'est essentiellement comme quand toute grande mutation de l'humanité, le fait de revenir à la matrice de ce qui fait une culture, c'est-à-dire des systèmes de valeurs, de représentation. C'est donc essentiellement un problème de transformation culturelle. Alors vous me direz, bah, Michel, oui, tu nous as bien expliqué que les scénarios ne fonctionnaient pas, on est convaincu, mais alors le quatrième scénario, il est totalement improbable. Alors on voit bien comment, effectivement, si on changeait la culture, le management, les structures, les systèmes, on voit bien comment on pourrait sauver la planète. Encore faut-il qu'on le fasse dans les 5 ans. Mais alors franchement, on ne voit pas réalistiquement connaissant les hommes. Et aussi, le problème majeur, c'est que ces gens, Alexandre Roger, par exemple, qui est là, nous, je ne vais pas. Bon, Alexandre Roger affirme ça très clairement dans ses livres, je vous invite à lire ses livres, c'est vraiment intéressant. En plus, il vient du pétrole, donc il a une très bonne compréhension du système ancien et des implications de transformation que ça implique. Mais ce scénario-là, il est d'autant plus improbable que, quand vous regardez les gens qui partagent ça, ils représentent epsilon. Alors, c'est même pas 1%, c'est 1% de 1%. C'est une toute petite population. Donc, si vous êtes dans cette salle, le seul fait que vous soyez venu dans cette salle, c'est que vous êtes potentiellement aspiré par ça. Mais comme vous le savez sans doute dans les discussions que vous avez en famille, c'est pas évident. Alors on peut avancer. Alors, d'où 4 grands types d'illusions qu'on voit partout. Just wait the end of the cycle, le fatalisme d'ailleurs qui correspond aux Belges et qui correspond aux gens qui sont encore dans des logiques extrêmement primitives. C'est on dit bah, de toute façon on n'a jamais eu le contrôle de rien, donc de toute façon on va attendre. Et puis, bon, comme vous voyez, c'est pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, comme c'est l'humanité qui lui-même est la cause de ça, si l'humanité reste dans le fatalisme, là on n'a aucune chance. Il y a aussi une chose très classique qui est le fondamentalisme, c'est-à-dire puisque ça ne marche pas, puisque le monde moderne, comme l'illusion entre guillemets du modernisme, ne forge pas, bah, on revient au monde traditionnel. C'est le fondamentalisme. Et ça, c'est bien sûr dans beaucoup de pays restés dans le monde féodal, mais je vous signale que c'est à nos portes, puisque la dernière manif, on est dans des logiques comme ça, et on l'a connu 2 fois dans notre siècle. Des retours à des logiques fondamentalistes, et toutes les positions extrêmes se nourrissent de ces logiques. Et puis, il y a le scientisme, c'est-à-dire, alors là c'est partagé par beaucoup de grands esprits, qui d'ailleurs n'ont pas tort, en tout cas pour ce qui est du siècle dernier. Je vous pose la question, est-ce que la science toute seule va pouvoir résoudre? La science certes va pouvoir nous aider dans le futur, mais la science toute seule, ce qu'on appelle le scientisme, croire que la science toute seule va résoudre les problèmes auxquels on est confronté, ça me semble, ce que pensent les transhumanismes, tout ça, ça me semble un peu court face aux enjeux. Si vous voulez, il est certain que sur le Titanic, il y avait les meilleurs esprits du temps. Bon, ils avaient les plus grandes machines, ils avaient les plus grands ingénieurs, mais lorsque vous avez un trou dans la coque, même si vous avez les plus grands scientifiques, même si votre bateau est un des plus avancés de la planète, eh bien, c'est la fin, tout simplement. Et nous, on a un trou, on a un gros trou dans notre coque, et c'est pas de l'ordre d'une petite réglage scientifique, c'est un gros trou. Donc la science peut nous aider, mais pas simplement que la science. Alors, l'autre tendance qu'on pourrait dire évoluée, qui est très très évoluée, qu'on voit un peu dans le monde, c'est que plus les gens sont riches, plus ils ont la possibilité d'évoluer dans ce sens, c'est de se dire, bon ben voilà, bon, je vois bien qu'on va vers une période de transition un peu difficile, donc je crée ma communauté. Alors effectivement, il y a ceux qui s'installent dans une magnifique maison en forme de blocos, bon ça c'est un peu une illusion, parce que s'ils sont tout seuls dans leur blocos, ils ne vont pas survivre très très longtemps, et ceux qui s'organisent en société. Mais même ça, face aux enjeux, on peut très bien montrer que le réchauffement climatique, si la planète se transforme en Mars, bon,
Vous aurez beau être dans votre sauce, vous aurez beau créer votre éco-village autonome et tout ça, ça ne va pas non plus solutionner les choses. Donc on est bien face à un enjeu global qu'il faut affronter de manière globale. C'est très très bien toutes les activités locales, mais le problème qui est cassé, le véritable enjeu, il est global, et notre leçon, ce que nous avons à apprendre en tant qu'humanité, c'est à devenir vraiment humain, c'est-à-dire à prendre soin de la planète, pas de notre jardin, pas de petite communauté, c'est de être, est-ce que l'être humain qui aujourd'hui a un impact sur la planète est capable de s'élever au niveau de la planète et du long terme, et de penser cette entité comme il a pensé la tribu, comme il a pensé la région, comme il a pensé le pays. Est-ce que nous, en tant qu'espèce, on est capable de penser la planète aujourd'hui? Alors, pourquoi on a besoin d'une vision? Parce que business as usual brings us well. Our actual action we have. Il y a toujours ce phénomène qu'on ne voit le résultat de nos actions actuelles que 50 ans après. Donc, simplement s'adapter ne sera pas suffisant. L'idée de ce qu'on va pouvoir, en ce moment, il y a ces choses qui se répandent, qui disent, bon, puisqu'on ne peut pas changer le climat, comme on ne peut pas changer la trajectoire du climat, on va s'adapter au réchauffement. Il n'y a pas d'adaptation, sinon à aller sur Mars, si la planète se transforme en Mars. Il n'y aura pas d'adaptation possible, surtout pour 9 milliards d'êtres humains. Alors, comment développer une nouvelle vision? C'est ce qu'on fait. D'abord, il nous semble qu'on a beaucoup travaillé là-dessus, c'est avant tout une question de démocratie. C'est une nouvelle dimension de la démocratie. Donc c'est très très important que les différents espaces, les différentes personnes se rencontrent et commencent à aborder ces questions. D'autre part, très clairement, c'est lié à un changement dans le système éducatif, dans la représentation du monde. Le passage d'une vision mécaniste à une vision holistique, systémique, intégrale, c'est clair. Donc on a lancé depuis 4 ans une expérience novatrice, unique au monde, d'un projet d'université intégrale. On pense que l'ensemble des universités du système éducatif va devoir profondément se transformer. Donc on a lancé un projet pilote qui s'appelle l'université intégrale. C'est un point essentiel. Ensuite, on observe dans le monde entier des communautés de pratique où les gens apprennent. Mais ils apprennent, ils font de la recherche, ils apprennent et ils implémentent. C'est-à-dire c'est des living labs, des endroits de circuits courts où les gens sont en même temps en train de réfléchir, d'apprendre les uns des autres et hop, de se mettre à vivre d'autres choses. Ces lieux de laboratoire sont extrêmement importants et il faut les suivre. D'autres aspects, c'est qu'à une époque où l'ensemble du CNRS, des grands centres de recherche et des systèmes éducatifs qui dysfonctionnent complètement d'ailleurs, sont en train de s'enfermer dans des hyper-spécialisations, il est clair qu'aujourd'hui, les solutions, elles vont naître de l'interconnexion des différentes disciplines. Donc, il faut brasser ces différentes disciplines. Et là aussi, plus que jamais, c'est intéressant de se raconter l'histoire, de recomprendre notre histoire. D'ailleurs, des progrès fantastiques sont en train d'être faits, mais en même temps de se projeter sur le long terme, le futur. C'est intéressant de réfléchir à un siècle, c'est intéressant de réfléchir à 1000 ans même. C'est très très intéressant, c'est comme une loupe, si vous voulez. Le fait de réfléchir à 1000 ans, qu'est-ce qu'on sera dans 1000 ans, c'est par rétroaction une manière de voir complètement différente notre idée. Ou, dans le monde entier, à un moment stratégique comme ça, où le budget de la planète, c'est des milliers de milliards, je trouve, mais hallucinant, qu'il n'y ait même pas un centième de millier pour créer au niveau planétaire un centre de réflexion, d'échange à long terme, non partisan, où les connaissances les plus avancées. L'humanité a besoin d'un cerveau, a besoin d'intelligence. C'est Internet aujourd'hui, mais il faut le créer. C'est urgent. Voilà. Alors, vous avez, comme vous l'avez compris, beaucoup de livres à lire maintenant. Je souligne 5, et je vous invite à réfléchir maintenant aux facteurs clés de succès. Qu'est-ce qui va faire qu'on va réussir? Et nous allons réussir. J'en suis de plus en plus convaincu, je le suis viscéralement.
Quand je vois Sherazade, je suis convaincu qu'on va réussir. Elle est décidée et elle va y arriver. Et je ne vois pas comment Sherazade n'obtiendrait pas ce qu'elle veut. Donc, Sherazade, ça peut être Hélène, ça peut être Chloé, ça peut être Léina. Léina est très très décidée, elle a beaucoup de copains parmi les dauphins. Ça déménage. Je vous invite vraiment à aller nager avec les dauphins parce que ça déménage. Hein. Ça vous nettoie le cerveau. Donc, quelques facteurs clés de succès en termes de conclusion, mais c'est vous qui finirez la liste. Le long terme, la paix, une nouvelle culture systémique holistique intégrale, et la suite, c'est vous, à vous de l'inventer. Merci.